Pascal Hérault, bonjour. Bonjour Hichem Ben Yaïch. Vous êtes le co-auteur du livre Le piège africain de Macron. D'abord, on a envie de sortir du storytelling et de pénétrer dans les coulisses de ce livre. Vous avez mené une enquête fouillée sur la stratégie, le personnage Macron. D'abord, qu'est-ce qui caractérise la méthode, le style, la manière de faire du président Macron en direction de l'Afrique? Comme l'a décrit très bien mon co-auteur Antoine Glaser, Emmanuel Macron, c'est un performeur. Il cherche à sortir des logiques, des vieilles logiques qui sont établies depuis des décennies avec l'Afrique. Il a affiché une volonté de rupture très forte au début pour rompre avec la France-Afrique. Alors ses prédécesseurs, vous me direz, l'avaient fait. Nicolas Sarkozy l'avait fait. On connaît les résultats et les échecs aussi, notamment à travers le discours de Dakar, qui a été très mal perçu, les opérations libyennes et ivoiriennes, dont on voit encore que les fantômes du passé ressurgissent, comme ces 2 dernières semaines lors du procès de Bouaké qui s'est tenu devant la cour d'assises à Paris. François Hollande avait aussi affiché sa propre volonté de rupture avec la France-Afrique, en essayant un peu plus d'intégrer à l'Élysée, dans la cellule élyséenne, des gens sensibles aux questions des droits de l'homme, du développement. Et puis, il y a eu l'affaire malienne, l'intervention, l'opération Serval, où la France est passée comme la sauveuse du pays au départ, mais dont on voit aussi aujourd'hui les limites. Alors, Emmanuel Macron, quand il arrive au pouvoir en 2017, il a bien compris la donne. Ils ont assimilé les erreurs du passé. Et donc, il veut vraiment afficher une rupture. Et il veut surtout promouvoir un nouveau récit avec l'Afrique, comme c'est un performeur. Et donc, il va s'appuyer sur des gens qui l'ont parrainé, coaché sur les questions africaines pendant la campagne, que sont Aurélien Le Chevalier, qui est actuellement ambassadeur de France en Afrique du Sud, et Jules Armand Agnam Bossou, autre compagnon, collègue de l'énarque à l'école à Strasbourg, et ce qui fait la proximité aussi de ces trois personnages qui ont pesé sur l'écriture ou la volonté d'écriture d'un nouveau récit africain, c'est qu'ils ont joué ensemble au Oui. football dans Alors, l'équipe de l'ENA. alors justement, c'est pour pénétrer un peu ces lieux de pouvoir, parce que aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas comment s'élabore cette politique africaine de la France. D'abord, il y a l'Élysée. Vous consacrez un chapitre entier sur l'Afrique à l'Élysée. Comment cette Afrique est-elle faite? C'est-à-dire quels sont les personnages clés? Puisque la cellule Afrique n'existe plus, sur quoi repose-t-elle? Au-delà des outils qui sont le Quai d'Orsay, c'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères, et Bercy, le ministère des Finances, qui constitue un élément clé avec au cœur un élément qui est prééminent aujourd'hui, qui est l'Agence française de développement. Alors, parlez-nous un peu de tout cela. Alors la politique africaine, elle est élaborée avant tout à l'Élysée. Mais l'Élysée, c'est une structure qui comprend, vous l'avez rappelé, il n'y a plus de cellule Afrique, mais il reste des conseillers Afrique qui sont là. Il y a aussi tout l'état-major particulier du président. Donc ça, ce sont les militaires qui ont une proximité indéniable avec tous les présidents de la République française depuis l'avènement de la Ve République, et dont on peut dire que l'influence a même été prédominante sur un certain nombre de chefs d'État, parce que pratiquement tous les chefs d'État français, à l'exception de Macron, ont eu leur guerre pendant les dernières décennies. Et puis, il y a aussi cette volonté, quand Franck Paris, le conseiller Afrique, arrive à l'Élysée, d'ouvrir la réflexion. Donc, dans les fameuses réunions, souvent hebdomadaires, qu'ils ont à l'Élysée avec des gens du Quai d'Orsay, avec les militaires, avec des développeurs, il va essayer d'agréger un certain nombre de métiers. Donc, il peut faire venir une personnalité du sport, il peut faire venir aussi quelqu'un du monde économique, et il y a un travail étroit qu'il va essayer aussi d'enclencher
Conseil présidentiel pour l'Afrique. Ça, c'est une autre création macronienne qui a été imaginée pendant la campagne électorale, portée par un certain nombre de personnalités qui réfléchissent les questions africaines, comme Lionel Zinsou, comme Hakim El Karoui, comme Jean-Michel Severino, l'ancien patron de l'Agence française de développement. Donc, est-ce que cette structure, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, est-ce que c'est un gadget? Est-ce qu'il y a un réel poids de cette structure qui semble s'inscrire nulle part? C'est-à-dire que c'est une structure au-dessus de tout, ou plutôt en dehors de tout? Au-dessus, en dehors, en dessous de tout, on a eu tous les qualificatifs, on parle de gadget. C'est une structure formelle, parce qu'elle est sous l'égide du président de la République, mais qui ne répond qu'à l'Élysée, en fin de compte, et principalement au président et à son conseiller Afrique. Au début, elle était localisée à l'AFD. Après, elle va déménager pour s'installer dans l'hôtel Marigny à deux pas de l'Élysée. Mais Macron l'a conçu un peu comme une boîte à idées. Il avait besoin de réfléchir sur les questions africaines. Donc, il a essayé de coopter des personnalités qui ont plutôt réussi dans leur parcours professionnel, qui sont essentiellement des binationaux ou des personnalités africaines qui vivent sur le sol français. Et il leur a demandé de réfléchir sur quoi? Sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec l'Afrique? Quelles relations vous voudriez voir dans les prochaines années? Donc, ces personnalités qui ne sont pas des militaires, donc qui n'ont pas forcément les enjeux géostratégiques, géomilitaires, vont travailler sur ce qu'ils savent faire chacun dans leur domaine. Donc, c'est l'aide, le partenariat économique, c'est les questions de santé, c'est la question du digital qui pousse très fort actuellement, c'est la question des mobilités aussi. Alors, au début, avec Antoine Glaser, on pensait que c'était essentiellement, comme vous, un gadget, c'est-à-dire un gadget à des fins de promotion, parce que derrière, il y avait aussi l'idée de promouvoir un nouveau récit dans la relation africaine et surtout d'avoir des apôtres qui soient là pour expliquer aux Français de souche que tout ce qu'on peut voir, notamment dans les médias sur l'Afrique, n'est qu'une petite partie, qu'une composante de la réalité africaine qui est beaucoup plus dynamique et qui est beaucoup plus positive. Alors après, vous l'avez dit, quels sont les résultats? Et bien sûr, il y a la question du résultat. La question des résultats, c'est aussi la question des moyens. Et c'est la question aussi de la mise en œuvre de cette politique. On ne peut pas dire que les moyens mis à disposition de cette structure permettent de fondamentalement changer la donne sur le terrain. La deuxième chose, quand ces gens-là peuvent envoyer des notes au président, au conseiller Afrique, il faut qu'il y ait une mise en œuvre derrière. Et la mise en œuvre passe par l'administration ou les voies institutionnelles normales. Et là, c'est toujours un combat parce que depuis des décennies, il y a toujours eu dans les arbitrages des conflits d'intérêts entre le Quai d'Orsay, Bercy ou les militaires. Alors justement, c'est-à-dire qu'il faut peut-être expliquer comment, vous l'avez dit, l'Élysée, c'est l'épicentre du pouvoir en politique étrangère et notamment sur l'Afrique. Mais comment les autres institutions, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, Bercy, le ministère des Finances, et au cœur de tout cela, l'Agence française de développement, comment l'articulation se fait? Comment l'harmonisation se fait, puisque aujourd'hui, il y a, vous l'avez écrit, la guerre des égaux, notamment entre l'AFD et le Quai d'Orsay. Vous avez consacré un chapitre sur le sujet. Comment expliquez-nous, clarifiez-nous les jeux et les acteurs? Théoriquement, dans la pratique, on est censé avoir une politique africaine. Vous serez d'accord avec moi, Hichem, avec un centre névralgique du pouvoir de la définition de cette politique qui doit être au Quai d'Orsay. Mais vous savez que dans l'écosystème français, c'est un peu plus compliqué. On a des administrations qui sont très fortes, qui sont jalouses aussi de leur pouvoir et qui peuvent parfois mettre des bâtons dans les roues dans la mise en œuvre de ces politiques. On l'a vu pendant très longtemps sur la question du franc CFA, de l'évolution de la relation monétaire entre la France
et les pays qui ont comme monnaie commune le franc CFA, ça a été très difficile de demander à Bercy d'évoluer, de bouger sur ce dossier. Certaines notes de conseillers ne revenaient pas, par exemple, à une époque. Là, on a réussi à obtenir enfin quelque chose. Preuve que quand même le poids politique qu'a pu mettre Macron, mais l'autre frein, il est venu là plus sur ce dossier des pays africains qui ne veulent pas sortir de ce lien monétaire et surtout de sa parité, même si on l'a fait évoluer, plus d'instances françaises dans les conseils d'administration. Après, vous avez la logique militaire qui prévaut depuis la Ve République avec cet état-major particulier qui, lui, répond directement aux ordres ou à la tutelle du chef de l'État et qui peut être une courroie aussi pour imposer ses propres vues, sa propre influence sur les dossiers africains. Et Bercy, elle, a la tutelle monétaire des actions, de la mise en œuvre de cette politique africaine, que ce soit par la création de crédits, par les garanties qu'on peut apporter, par la création de structures comme BPI France et tout ça qui sont abondées aussi par le Trésor français. Tout ça est censé fonctionner parfaitement, mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que cela. Et on le voit notamment sur la définition de la ligne politique, avec un président français pendant sa campagne électorale en 2017 qui souhaitait repenser l'architecture militaire française en Afrique et commencer à opérer un retrait des troupes au Sahel. Et on voit qu'on est toujours embourbé dans le bourbier sahélien. Et avant d'aller sur le théâtre africain, est-ce que peut-être Macron porte en lui des éléments de rupture et de nouveauté? C'est que l'équation personnelle de ce président, il a un langage particulier, une manière de faire, de bousculer. Est-ce que cette manière de faire n'a-t-elle pas trouvé ses limites dans cette absence d'être sur le terrain? Il faut du temps avec l'Afrique. Il y a une temporalité différente. Et comme il y a eu les Gilets jaunes, il a été empêché pour des raisons de politique intérieure de mener cette politique, de changer ce paradigme avec l'Afrique. Expliquez-nous les Hichem, limites de cette politique. Hichem, vous avez entièrement raison. La relation africaine, c'est avant tout une relation personnelle. On l'a vu à travers Charles de Gaulle, on l'a vu à travers François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing aussi, lui qui passait beaucoup de temps en Afrique parce qu'il allait même y chasser. On l'a vu aussi à travers François Hollande et Jean-Yves Le Drian, qui était son monsieur Afrique à l'époque, qui lui passait beaucoup de temps. Emmanuel Macron a compris tout ça. Il a une relation assez directe avec un certain nombre de chefs d'État, peut-être un peu trop avec les dirigeants du pré-carré, de ce qu'on appelle l'ancien pré-carré français. On peut se rappeler de l'épisode du climatiseur lors du discours de Ouagadougou, ou ce qu'il a dit à Ibeka, qui était très fort, hein, à un moment en tête-à-tête, ton problème pour le pays, c'est ton fils. Donc il a cette relation personnelle. Est-ce qu'il passe assez de temps sur le terrain? Vous savez, quand vous êtes président de la France, que vous tombez en pleine crise des Gilets jaunes, comme vous l'avez rappelé, puis après dans une crise sanitaire, il y a aussi d'autres priorités. Il a fait l'effort de s'y investir, de faire plusieurs missions, de rester plusieurs jours. Vous savez que c'est très important aussi pour les chefs d'État africains, quand ils reçoivent un président, d'honorer leur pays en y restant 1, 2, 3 journées. Il n'a pas pu aller partout. Il y a un certain nombre de voyages qui ont été reportés en raison de la crise sanitaire. Il devrait y retourner notamment bientôt, enfin il devrait aller au Rwanda, puis en Afrique du Sud. Et après, je pense que ces déplacements seront beaucoup plus réduits du fait qu'on rentrera dans une phase de politique française avec la campagne électorale de 2022. Oui, en réalité, le président François Hollande et Emmanuel Macron ont une inclination, pour ne pas dire tropisme, pour les pays anglophones, l'Afrique anglophone ou la France, véritablement un poids économique important. Le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Kenya. Et donc,
Qu'est-ce qui explique le décalage énorme entre la perception d'un désamour véritable en Afrique francophone et cette espèce de volonté d'être dans une forme de couple particulier avec l'Afrique? Emmanuel Macron ne se sent pas comptable de la France-Afrique. Il appartient à une génération aussi qui veut voir évoluer les choses. Et son Afrique rêvée, c'est, excusez-moi de le dire, mais elle se trouve hors du précaré français. Quand il fait son premier stage de jeune énarque au Nigeria, il va rencontrer un pays avec d'autres influences, d'autres dynamiques qui n'ont pas la relation conflictuelle que peuvent avoir un certain nombre de pays du précaré avec la France. Cette Afrique-là, cette Afrique qui bouge, cette Afrique où la culture est très dynamique, où les opérateurs économiques, comme on le voit avec tous les milliardaires nigérians qui sont de véritables hommes d'affaires, le fascinent. C'est cette Afrique-là qui va essayer d'aller draguer. Et après, c'est cette Afrique-là à laquelle il va aller à sa rencontre aussi en Éthiopie et au Kenya, même s'il doit faire un stop à Djibouti sur le chemin, parce qu'il faut continuer à honorer ou à rendre visite à un partenaire dans un pays dans lequel on conserve une base militaire. Mais vous voyez bien qu'il est plus attiré vers cette Afrique-là, cette Afrique qui est faite de success stories aussi économiques, culturelles, sportives, et c'est cela qu'il va essayer de mettre en œuvre. Mais à chaque fois, il est rattrapé par le passé, par le poids de la France aussi dans le système onusien, au cœur des opérations de maintien de la paix, parce que c'est un poste qu'on dirige depuis une vingtaine d'années, et donc qui doit composer avec ça. Et donc ça vient nuire au récit qu'il tente de promouvoir. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toute la réponse post-Covid qui a eu lieu en Afrique, qui était dans les mains du président sud-africain, Macron a été un des seuls chefs d'État étrangers invités à participer, à réfléchir à la réponse. Et quand il signe quelques jours plus tard une tribune avec un certain nombre de chefs d'État africains, vous voyez qu'il n'y a pratiquement que des chefs d'État de pays anglophones, swahilistes, etc. Donc il y a cette volonté de sortir de cette relation avec le seul précaré et d'aller vers cette Afrique qui bouge, qui est dynamique, qui a des résultats. Oui, aujourd'hui, vous l'avez dit dans le livre, la mondialisation de l'Afrique est un fait avéré. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs géopolitiques tentent d'avoir de l'influence. La France perd-elle véritablement sa place sur ce continent et comment aujourd'hui faire en sorte que la France ne soit pas dans cette érosion effarante en termes d'influence et en termes d'interaction avec les acteurs, même s'il faut changer les paramètres de cette Afrique nouvelle. Alors, vous l'avez rappelé, Hichem, la France avait perdu énormément de parts de marché sur le continent africain ces dernières années. Ça ne veut pas dire qu'en volume d'affaires, on ne soit pas en progression, mais par rapport à un gâteau qui ne cesse, si on peut appeler ça un gâteau, mais un marché qui ne cesse d'augmenter pour plusieurs raisons, un certain dynamisme économique, une population qui croît, donc ce qui veut dire des débouchés supplémentaires. Sur cette base-là, la France est en recul constant depuis au moins une dizaine ou une quinzaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi de plus en plus de partenaires. On n'est plus dans une relation bilatérale que pouvaient avoir les pays africains avec leurs anciennes colonies qu'on pouvait voir dans les années 80. Maintenant, l'Afrique est ouverte à tous les partenariats. Et c'est tout à sa faveur de pouvoir gagner aussi ce qu'elle peut avec chacun de ses partenaires. On l'a vu, la Chine a courtisé l'Afrique. L'Inde est là aussi dans différents secteurs. La Turquie aujourd'hui, même l'Iran pousse, la Corée du Sud, le Japon. Les Africains ont compris qu'ils avaient beaucoup à gagner de la concurrence de toutes ces grandes puissances ou de ces puissances régionales. Donc, automatiquement, on a des économies aussi
celle de la Chine ou celle de l'Inde, qui sont peut-être plus en phase avec les priorités du moment des économies africaines, qui sont des priorités de mise en place d'infrastructures avec des offres qui peuvent être compatibles avec leur budget, que ce soit aussi pour la production de génériques pour les médicaments, et on sait que l'Inde est très forte de ce côté-là, que ce soit aussi avec les Turcs, qui peuvent amener aussi dans l'agro-industrie des entreprises performantes. Alors, vous me dites pourquoi, que faire pour les entreprises françaises? On a bien identifié, que ce soit au MEDEF, que ce soit au CIAN, que ce soit à l'Élysée, que la France était en perte de recul. Il y a une explication peut-être. Déjà, on voit que dans tous les conseils d'administration des groupes du CAC 40 en France, donc ce qui fait l'économie principale de notre pays, il y a très peu de présence africaine ou de binationaux ou de gens qui peuvent dire, voilà, convaincre lors de ces conseils d'administration, l'Afrique est le continent d'avenir, c'est un marché qui va ne cesser de se développer. On doit avoir une stratégie de long terme, pas réfléchir simplement dans des logiques court-termistes et très financières, très boursières. Donc, il y a ça. Alors, on n'a pas réussi à changer les mentalités. Maintenant, le MEDEF, le CIANIS, il faut aller vers les entreprises de taille intermédiaire. Donc, c'est toute l'offensive de charme qu'on fait pour essayer d'attirer ces groupes qui sont plus petits, mais qui ont des ressources longues, qui peuvent aussi faire les mêmes investissements qu'on fait à un moment donné des groupes très familiaux comme le groupe Bouygues, comme le groupe Bolloré, comme le groupe Fabre avec la compagnie fruitière, qui peuvent avoir le temps pour apprendre le réseau africain, pour le connaître l'environnement des affaires et avoir des ressources pour agir dans des pays où ce n'est pas toujours facile d'opérer économiquement, où on a besoin de confiance, de mettre en place des relations de long terme. Voilà un peu ce que... Oui, justement, il y a tellement de sujets à évoquer avec vous. Le livre révèle cette matière riche, mais pour conclure en une minute, en quoi consiste, pour revenir au titre du livre, le piège africain de Macron? C'est quoi exactement? Pourquoi c'est un piège? Pourquoi l'Afrique c'est un piège? Parce que on sent... Antoine Glaser avait déjà, dans un de ses précédents ouvrages, Africa-France, expliqué comment au fil du temps, les rapports qu'on croyait de tutelle forte de président de la Ve République sur cette Afrique, c'était un peu inversé. Ou dans un jeu de mimétisme, c'était beaucoup les dirigeants africains qui pouvaient influer sur la politique française. Il avait très bien expliqué ça. Et donc, on en revient à l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui ne veut pas, comme ses prédécesseurs, être accusé d'avoir fait le jeu de la France-Afrique, qui veut essayer de casser les codes, d'être dans la rupture, d'être performeur sur ce continent, de montrer une nouvelle Afrique. Et donc, il essaye de mettre ça en place. Mais il y a des pièges à toutes les étapes. Sur la question militaire, on le voit aujourd'hui, il n'a pas réussi à sortir l'armée française du bourbier sahélien. Sur la question du franc CFA, il a montré beaucoup de tropisme aussi pour faire bouger les choses. Il a été convaincre Alassane Ouattara de porter ce dossier devant la CEDEAO, l'organisation régionale. Et in fine, on voit qu'il y a eu effectivement des évolutions, plus d'instances françaises, enfin d'agents français dans les instances de gouvernance monétaire, mais le lien, cette parité fixe, reste toujours, et même l'adoption de l'éco, le travail parlementaire s'est fait en France, mais on voit bien qu'il a bien du mal à embrayer en Afrique de l'Ouest parce qu'un poids lourd régional comme le Nigeria a dit mais non, il n'y a pas de réforme monétaire. Nous aussi, on a notre projet de monnaie commune qui est plus large que celle de la zone franc, sans consultation
sans consultation avec nous. Donc, on voit bien qu'il y a sur chacun des dossiers, sur les questions mémorielles, pour finir, un important chantier. On n'a jamais vu un président de la République aller aussi loin dans le travail mémoriel. Le rapport de 800 pages qui a été rendu par Vincent Duclerc récemment l'atteste. Il a bien été apprécié à Kigali. Ça, c'est un succès, travail mémoriel. Mais par contre, sur l'Algérie, vous avez bien vu, la sortie du rapport Stora n'a pas été auréolée du même succès. Certains en Algérie accusent même la France d'un certain révisionnisme par rapport aux événements historiques qui se sont passés. Donc voilà, c'est un peu toute cette volonté d'émancipation et les écueils qui l'attendent sur la route qui ont fait qu'on a titré le piège africain. Peut-être aurions-nous dû titrer comment le président français essaye de s'extirper du piège africain. Mais vous savez, pour les éditeurs, les titres doivent être aussi un peu plus courts. Pascal Hérault, je rappelle que vous êtes le responsable de la page Afrique du quotidien L'Opinion. Vous avez coécrit avec Antoine Glaser, un autre grand connaisseur de l'Afrique. Vous avez coécrit donc le piège africain de Macron. J'incite particulièrement les lecteurs à le lire. Il comporte plein d'éléments. Merci Pascal d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci beaucoup, Hichem. À bientôt.